Bonjour et bienvenue, votre prof Jean-François Sénéchal. Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Nous sommes le 27 juin. Bienvenue, c'est l'été. Il fait beau, fait chaud. En fait, il fait tellement chaud il y a de la boucane dans les airs. Ben, mes pensées vont évidemment vers celles et ceux qui sont affectés par les feux de forêt cette semaine. On a vu ça. Il y a de la boucane jusqu'à Québec. Si vous n'êtes pas à Québec, il y a ça qui se passe en ce moment. Donc, on va souhaiter que ça se résorbe le plus rapidement possible. Écoutez, bienvenue à votre avant-dernier rendez-vous, le pénultième rendez-vous hebdomadaire de ce cours. Comme à chaque semaine, ben, on va prendre notre café ensemble. J'ai mon café. J'espère que vous avez le vôtre. Puis on va regarder un peu ce dernier module, ce curieux module. Ça s'appelle Éthique et société, science et société. C'est ça le titre plus exact. Ça semble être un gros thème plutôt, et c'est le cas. On va essayer de lui donner une petite saveur particulière, là, en parler un peu plus précisément et savamment, là, de façon à ce que ça soit pas trop vague tout ça. Là. Il y a des choses que je souhaitais vous dire dans ce module. J'espère, en fait, je suis convaincu que ça vous plaira. Écoutez, avant d'entamer le contenu, parlons d'une chose. Les TP2. Les TP2, et là, et boboy, là, on y est, là. C'est ce dimanche. Donc, j'aurais aimé vous aider. D'ailleurs, je reçois plein de courriels, là. Donc, c'est ça, c'était une semaine de la date limite. Puis, il y en a qui m'écrivent, puis peux-tu réviser ça, puis faire ci, faire ça. Écoutez, ça commence à être compliqué. Je vous ai fait plusieurs rappels pendant la session en vous disant, c'est le moment, c'est là que ça se passe. Je l'ai fait bien dans les 2, 3 dernières semaines, je l'ai fait, puis j'avais un peu plus de temps, mais là, c'est plus compliqué. Puis pour vous aussi, d'ailleurs, je sais que ça peut se faire en une semaine. Mais pour moi, là, côté gestion d'horaire, là, je pense pas que je vais pouvoir vous donner tout le soutien que vous mériteriez, parce que j'ai d'autres engagements cette semaine. Faites-moi signe au besoin, là, je vais essayer de voir ce que je peux faire. C'est loin d'être une promesse, là, mais je vais quand même essayer de voir si je peux pas vous donner un coup de main. Mais je vous en prie de bien être patient. Pas de courriel avec des points d'exclamation. Là. Moi aussi, j'ai un horaire bien chargé cette semaine. Je suis certain que vous comprendrez. Autre date importante, l'examen. L'examen, ça aussi, ça s'en vient. C'est le 11 juillet, je vous le rappelle. Ça va se faire en classe. Puis, je vous enverrai d'ailleurs quelques consignes par courriel, là. Peut-être quelques jours avant l'examen, là, pour que ce soit bien compris à quoi ça va ressembler. Puis, baisser un peu le stress. Mais mes conseils là, sont toujours les mêmes, en fait. Hein. Vous voulez étudier, bien, regardez les objectifs de chaque module. Puis, dans chaque module, je donne des objectifs précis. Puis, à l'examen, je pose des questions pour voir si vous avez atteint ces objectifs. Puis si vous regardez un objectif puis vous vous dites hein, c'est quoi ça? De quoi ça parle? Ben, c'est le moment de réviser cet objectif-là. En fait, à chaque fois que vous regardez un objectif, dites-vous quelle question le prof pourrait me poser pour vérifier que j'ai atteint cet objectif. Puis si vous vous dites je suis prêt, ben c'est bien, vous êtes prêt. Puis si vous dites de quoi ça parle, ça, ben c'est le moment de cibler exactement cet objectif-là pour votre révision. Donc, l'examen, ça s'en vient. Préparez-vous. C'est quand même seulement le 11 juillet. Là. Il reste encore du temps, mais ça s'en vient. La révision devrait déjà être entamée de votre côté. OK, cette semaine, je le disais, gros thème, ça s'appelle Science et société. Ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est, dans le cours, puis dans ce podcast aussi, essayer d'articuler ces liens-là entre la science et la société, entre la société et la science. Hein. Il y a dans un sens, il y a dans l'autre aussi. Je dirais que c'est le module le plus philo, là, philo des sciences, socio des sciences, du cours éthique et professionnalisme. D'ailleurs, dans ce podcast, là, je vous invite à fermer les autres distractions. C'est sûr, si vous m'écoutez dans l'auto, fermez pas les yeux non plus. Là. Donc, dans un auto, on peut se concentrer
sur l'audio, donc ça, c'est possible. Mais si vous êtes en train de faire d'autres choses, de regarder votre cell, c'est peut-être le moment là, de mettre vos autres distractions de côté. Si vous m'écoutez en marchant, c'est bien. En fait, c'est parfait. Dans le bus, ça peut être bien. Donc, c'est un module qui est réflexif, qui est introspectif aussi. Donc, c'est peut-être le moment là, d'adopter votre posture là, du penseur de Rodin. Vous le savez, là? Le petit point sur le menton, là. C'est le moment là, pour vous de prendre cette posture-là, puis de m'écouter un peu. Plusieurs questions abordées dans ce module. Tiens, je vous les pose en rafale là, pour mettre en route, en action votre pensée, votre réflexion. C'est quoi le rôle social des professionnels en sciences et génie? Hein? Pourquoi le prof vous parle d'un rôle social? Qu'est-ce que ça fait pour vous Est-ce que ça fait du sens pour vous l'idée d'un rôle social? Est-ce que vous pensez que vous avez une influence sur la société? Est-ce que vous aimeriez avoir une influence sur la société? Est-ce que c'est votre rôle de vous prononcer sur la pertinence sociale et politique de certains projets socio-techniques? Hein? Un troisième lien, là, un tramway. Est-ce que c'est votre rôle de participer à ce genre de débat? Est-ce que c'est votre rôle de vous prononcer sur la pertinence sociale de tout ça? Est-ce que vous pouvez vous contenter de juste dire, ben, c'est pas ma job, d'autres s'occuperont de répondre à ces questions? Est-ce que c'est votre boulot de vous occuper, ou votre rôle de vous occuper des enjeux moraux et sociaux qui découlent de votre technologie? Puis, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez dit, là, il fallait m'écouter attentivement, là. Tiens, je vais mettre un son agressif ici, là, ou quelque chose de spectaculaire, tiens, pour vous réveiller. Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? Parce qu'il y a d'autres questions dans ce... Il y a d'autres questions dans ce module. Est-ce que la science peut nous aider à résoudre des problèmes? Est-ce que la science peut nous aider à résoudre tous les problèmes du monde? Est-ce qu'au contraire, est-ce que la science, elle est moralement neutre, elle est seulement objective, ce n'est qu'un outil, puis d'autres injectent des valeurs ou un projet social ou utilisent cet outil au service d'un projet social? Est-ce que la société influence au contraire? Est-ce que la société influence la science? Pas seulement ce à quoi elle sert, mais le contenu de la science. Est-ce qu'on trouve des traces de la société dans la science, dans un textbook que vous avez devant vous, là, peut-être derrière vous dans votre bibliothèque, là, un gros textbook là, que vous avez payé trop cher, là? Est-ce qu'il y a des traces de la société dans laquelle il a été écrit cet ouvrage-là? Ah. Voilà les questions que je souhaite aborder. Écoutez, on n'a pas le temps de faire toutes ces questions-là dans le podcast, là, mais il y en a plusieurs que j'aborde ici dans ce podcast, oui, mais dans l'enregistrement de cours, là, encore une fois. Ce ne sera pas tout d'écouter le podcast, il faudra écouter aussi l'enregistrement de cours. Il y a deux questions centrales dans ce module. Quel est votre rôle dans la société? Donc, votre influence sur la société. Puis l'autre question, c'est la question réciproque, c'est quelle est l'influence de la société sur la science? Et donc sur le professionnel en sciences et génie. Là. C'est vous, là. Donc l'influence de la société sur vous. Puis c'est peut-être plus sur cette deuxième partie là, que je souhaite insister aujourd'hui dans ce podcast, c'est l'influence de la société sur votre science et sur vous. Parce que le contraire, en fait, votre influence sur la société, ça, c'est plus facile à reconnaître. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais si vous êtes inscrit en sciences et génie, c'est parce que vous croyez que vous pourriez peut-être avoir une influence sur la société à travers la science et la technique. Hein, vous rêvez de tant de choses. Là. Je vous connais, en fait, je vous connais pas personnellement, mais mon groupe, les étudiants en sciences et génie, ça fait plusieurs années, je commence à vous connaître, connaître un peu vos idéaux, vos rêves, transformer le monde, maîtriser la nature, la matière, l'énergie, agir sur le vivant,
construire un monde meilleur, hein, c'est au sens propre et figuré, baliser notre monde, hein, assurer une certaine forme de paix sociale, parce que la science peut changer le monde. Ça, c'est vrai. Puis, si vous voulez des exemples plus concrets, là, le succès de la vaccination, rappelez-vous, pendant la pandémie, là, le succès de tout ça, ça a été peut-être plus long que vous le souhaitiez, mais quand même, on a gagné. On a gagné. Ben oui, la science a encore gagné. Mais je dirais que la deuxième partie, elle est plus difficile peut-être à saisir, c'est la société. Dans quelle mesure la société dans laquelle on vit influence la science et son contenu? Et pour reconnaître cette influence de la société sur la science, on a besoin de faire quelques distinctions. Je l'ai fait en classe, mais je me permets de les répéter ici parce que répéter, pour vous, c'est aussi apprendre. Donc, ça sert aussi à ça, là, les redites. Donc, de distinguer, je le disais en classe, mais distinguer la science et la recherche. Hein? Donc, si on veut comprendre comment la société peut influencer le contenu de la science, il faut passer par un autre concept qui est celui de la recherche en sciences. Parce que la recherche en sciences, elle est intimement liée à la société. Mais commençons par la science. La science, ben, vous la connaissez. Elle occupe votre esprit depuis que vous êtes tout jeune. Et le principal acteur de cette science, c'est le scientifique. Et on l'incarne dans un archétype avec le monsieur, là, avec un beau sarrau blanc. Hein? C'est Martin Carly. Vous écoutez la télévision, mais je dirais que c'est ça, là, c'est ça notre archétype du scientifique. Un monsieur, une moustache, puis des lunettes, puis un sarrau blanc. Et pour lui, la connaissance, elle est certaine. Hein? Il ne reste qu'à vous l'expliquer. Elle est objective, elle est froide. Il ne parlera pas de politique ou de société. Là. On se concentre sur le produit rationnel, je dirais. Et le scientifique, son seul objectif, hein, pensez à Martin Carly ou monsieur, là, avec un sarrau blanc qui vous explique des choses à la télé. Son but, c'est de vulgariser, hein, c'est-à-dire qu'il fait passer un savoir complexe et vivant et il le transforme en quelque chose de plus simple, puis de figé, mais qui s'enseigne un peu plus aisément. C'est pas pour rien là, que c'est cette posture-là qu'on choisit, là, je dirais, au secondaire, même au cégep. Et cette conception de la science, que c'est la même d'ailleurs dans vos textbooks. Là. Donc, si vous avez un beau textbook en chimie, physique, génie, ces beaux textbooks-là, c'est exactement la posture. On a un savoir complexe qu'on a figé. On a seulement gardé le contenu rationnel, puis on va vous l'expliquer. Puis la connaissance scientifique, évidemment, là, elle n'est pas politique ou sociale. Vous ne trouverez pas des traces de tout ça. Mais attention, parce que c'est un leurre, en fait. Si vous ne trouvez pas de traces de la science, du politique dans ces textbooks, pourquoi? Ben, c'est parce que justement, parce que le processus de production, de diffusion de la connaissance dans ces ouvrages, bien, on a de façon progressive et méthodique, on a enlevé justement les traces ou influences du politique ou de la société. Hein, dans votre textbook, on a gardé seulement le contenu rationnel, la connaissance, c'est comme ça qu'on la nomme. Mais attention, le vrai processus de production de la connaissance, celui qui se fait en recherche, on y arrive, lui, il n'est pas totalement rationnel. Lui, il n'est pas totalement pur et objectif. En fait, c'est plus compliqué. Mais la science, même dans vos textbooks, je donnerai des exemples peut-être aussi dans ce podcast, là, mais même dans ces textbooks, on tente d'effacer les traces de la société et du politique pour ne garder que le contenu rationnel, mais même dans ces textbooks, il persiste des traces. C'est peut-être un peu plus subtil, il faut les chercher un peu plus, là, mais il persiste des traces du politique puis de la société dans laquelle a été construit et conçu ce savoir.
Mais évidemment, dans la tête de Martin Carly, il n'y a pas de trace, là. Donc, on se concentre sur le contenu rationnel, donc le scientifique. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler que, puis peut-être que c'est pas assez clair maintenant dans vos têtes, là, mais il faudra que ça le soit. Le scientifique, c'est une construction sociale. L'image là, de Martin Carly, là, il se promène pas toujours, il n'a pas toujours son sarrau, là, Martin Carly, mais il se présente comme ça. Hein, il se présente dans la peau d'un personnage qui est celui, peut-être qu'il y a toujours un sarrau, mais j'en doute. Mais il se présente dans la peau de ce personnage-là. Là. Et lui, il dit, ben, je suis un scientifique. Puis cette incarnation-là, là, ça, c'est une construction sociale. Puis cette construction-là, elle est bien ancrée dans nos têtes. Hein, d'où l'importance pour lui de réappuyer sur cette construction parce qu'il va vous parler de science. Si vous demandez d'ailleurs à des jeunes, je le présente cet exemple-là en classe, mais je me permets de le réciter ici. Dessine-moi un scientifique. On demande ça à des jeunes. C'est un test là, bien contrôlé, classique là, en socio des sciences. On demande à des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, dessinez-moi un scientifique. Puis je le demande d'ailleurs à mes étudiants en classe. Là, je ne le ferai pas avec vous, mais habituellement, je demande ça là, dans les mini-tests des cours précédents. Dessinez-moi des scientifiques. Puis là, vous allez voir là, que à chaque fois qu'on demande ça, c'est toujours le même genre de monsieur qu'on me dessine, là, c'est-à-dire que ça ressemble à un dessin de Martin Carly. C'est un monsieur, c'est un homme, évidemment. Ben, il est blanc, puis il a un sarrau blanc, puis il a une moustache, des fois une barbe. Les lunettes, c'est sûr, puis il est entouré d'Erlenmeyer, là, puis de matériel scientifique, puis dépendamment de vos intérêts, là, un Erlenmeyer, un petit circuit électrique, peut-être, puis là, une ampoule. Puis là, il crie Eureka! Donc ça, cet archétype-là, là, c'est important, mais c'est là. Mais pour vous, si vous voulez voir des liens entre science et société, il faut éventuellement là, en sortir de tout ça. Moi, je vous suggère plutôt de remplacer ce scientifique par le chercheur en sciences. Hein? C'est lui là, qui va vous permettre de faire cette transition-là, puis qui va vous permettre de voir les traces de la société dans la science. Donc, le chercheur, il ne ressemble pas à Martin Carly. Là. Donc, si vous allez vous promener dans les laboratoires ou autour, plutôt, parce qu'ils sont rarement dans les laboratoires, ils sont plutôt autour dans leur bureau. Là. Donc, allez voir les chercheurs, les vrais chercheurs, ou, je ne sais pas, vous fréquentez le Vachon, le Pouliot, mais allez les voir, puis vous n'allez pas croiser beaucoup de Martin Carly. Vous allez vous croiser des femmes, vous allez croiser des représentants des différentes minorités ethniques, culturelles, visibles, de genre. Il y en a toutes sortes, là. Puis, ils n'ont pas de sarrau, souvent. Des fois, là, quand ils passent au labo, mais pas souvent. Puis, il y en a plusieurs qui ça fait longtemps là, qui n'ont pas tenu un Erlenmeyer dans leurs mains. Là. Mais c'est ça, un chercheur. J'espère que vous l'avez en tête, parce que pour le chercheur, lui, la connaissance, pour lui, la connaissance, là, on est bien loin de la connaissance de type vulgarisation. Là. Pour lui, la connaissance, elle n'est pas objective. Elle est subjective. Hein, un chercheur, ça cite d'autres chercheurs. Lorsqu'on va vous dire telle chose a été démontrée, ben, entre parenthèses, on va citer des auteurs. Hein, on va lier le savoir à des sujets, donc à des personnes. Bon, telle étude, le Sénéchal et ses copains, le Sénéchal et al. Pour lui, le chercheur, la connaissance, elle est chaude, elle est changeante, elle peut être remplacée. Idéalement, ses propres recherches permettront peut-être de changer le savoir considéré objectif là, par Martin Carly. Là. Et pour lui, le chercheur, ben, ses activités de recherche, c'est intensément lié aux politiques, intensément lié aux enjeux sociaux. Là. Les chercheurs, ils lisent les budgets politiques, ils lisent les programmes de subvention, puis on tente d'aligner des intérêts de recherche avec des thèmes qui sont promus, qui sont financés. Puis selon les époques, ces thèmes promus et financés peuvent changer selon les partis politiques en place. Ces thèmes et contenus et programmes de subvention peuvent changer. Puis, vous allez voir, les chercheurs
risque de se garrocher, comme tout le monde, là où il y a de la recherche financée. Et si vous regardez les dernières années, les données massives, pendant la COVID-19, il y avait de l'argent. Il y avait de la recherche là aussi, optique photonique pendant plusieurs années, intelligence artificielle en ce moment, on est là-dedans. Là. Il y a de la subvention. Vous dites intelligence artificielle, puis on vous lance de l'argent d'en face. C'est quasiment ça un peu en ce moment-là. Donc, il y a des champs de recherche qui sont promus, validés, subventionnés, financés par les politiques en place. Puis, les chercheurs, là, vont se diriger dans ces champs promus, défendus, puis financés par la politique et les différentes politiques en place. Donc, vous voyez le lien entre la science et la société que j'essaie d'établir. Et donc, pour bien saisir ces liens entre science et société, donc cette influence de la société sur la science, vous devez vous rappeler de cette distinction. Le scientifique et le chercheur. C'est-à-dire que la science, bien avant de se retrouver dans vos beaux textbooks qui vous coûtent trop cher, mais cette science, c'est de la recherche. Puis cette recherche, elle est liée à des enjeux sociaux et cette recherche, elle est influencée par la société, notamment via le financement de la recherche. Puis ces traces ne sont jamais totalement effacées de la science. En somme, même cette science, je sais que vous la pensez coupée de la société, vous vous dites, c'est objectif, la science, c'est pas influencé, un chercheur, il fait de la recherche dans son laboratoire, mais je dirais que même cette science qu'on dit pure, puis c'est à raison là, qu'on a changé ce genre de discours-là, cette science, elle est liée aux politiques. Elle est liée à des enjeux sociaux, les enjeux sociaux de son époque. Et elle est liée à la société, où elle laisse des traces de la société dans laquelle elle a été produite. Et on pourrait pousser la réflexion encore plus loin, c'est-à-dire que la science, cette science que l'on retrouve dans vos textbooks, elle a aussi des traces des influences sociales de son époque. Prenez vos textbooks, prenez-en un, là, tiens, un textbook, ils vous ont coûté assez cher, là. Prenez-en un là, autour de vous, là. Prenez-le, puis lisez-le, puis essayez de trouver des traces de l'influence de la société, de l'époque dans laquelle a été rédigé ce textbook. Sûr, si vous êtes rendu à la 4e édition, ça se peut qu'il y ait eu des ajustements, mais un vieux textbook là, classique, là, allez revoir là-dedans, puis regardez, puis essayez de trouver des traces. Est-ce que vous voyez des traces? Hey! M'écoutez-vous encore, là? Ça fait 20 minutes que je parle, là. Donc là, peut-être que je vous ai perdu. Donc, fermez un rappel à l'ordre. Fermez vos distractions. Fermez vos cels. Je vous parle, là. Puis tiens, un petit pont sonore pour vous aider. Leonard. OK, dans le cours cette semaine, puis dans ce podcast aussi, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer le fait que je vous disais un peu plus tôt que la société peut influencer la science, y compris les textbooks là, que vous avez devant vous, c'est-à-dire que cette science est un peu sous influence. Tiens, si vous aimez cette expression-là. Puis en classe, je vous donne par exemple l'exemple de Lysenko. Donc Lysenko, un chercheur à l'époque du régime socialiste soviétique, puis vous irez voir dans l'exemple à quel point, dans un contexte socialiste, communiste, soviétique, là, vous irez voir comment le fait de faire de la science dans ce milieu-là, comment ça a pu influencer le contenu de la science de l'époque. La science prolétarienne de l'hérédité, là, l'expression utilisée dans le lysenkoïsme, là, on peut pas inventer ça dans une autre société qu'une société communiste telle qu'elle était à l'époque. En classe, je vais vous donner l'exemple de Alan Turing. Ça aussi, c'est un bel exemple, hein? Un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Mais vous irez voir la progression de
la perception de cet homme et sa science à travers l'histoire, puis la perception, comment la société change autour de lui, puis tout à coup notre rapport à Turing, puis au savoir qu'il incarne, comment notre rapport a changé. Hein. Turing va, vous irez voir vous irez écouter l'histoire que je vous raconte en classe, mais Turing éventuellement sera identifié comme étant homosexuel, condamné pour homosexualité parce que c'était ce qu'on faisait à l'époque dans les années 50. Mais tout à coup, le rapport au savoir détenu par Turing, puis incarné par Turing, il va changer. On va mettre de côté même, pas seulement l'homme, mais le savoir qu'il avait déployé. Puis ça, on est dans les années 1950. Mais évidemment, notre rapport à l'homosexualité, je dirais aux minorités de genre, va changer au cours de l'histoire. Puis là aussi, Alan Turing va être réintégré au corpus de la science, puis éventuellement sera célébré. Aujourd'hui, c'est le cas. Puis la société, elle a changé. Elle est bien différente maintenant. Puis là, il est recélébré comme étant non seulement un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, mais un modèle des minorités de genre qui a laissé sa trace dans l'histoire de la science. Donc, il s'en passe des choses, la société change et la société peut être influencée, là aussi, le contenu de la science. Un autre exemple que je vous donne en classe, c'est celui de Carl von Linné. Vous vous rappelez celui qui a fait votre beau tableau, comment qu'il l'appelle? Le tableau des espèces. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous avez fait un peu le tableau taxonomique. Si vous avez fait la biologie, vous avez tôt ou tard rencontré ce beau tableau là, où on voit toutes les espèces, tous les différents règnes du vivant. Il y a plein de mots en latin là-dessus. Et vous irez voir, je ne vous le donne pas dans ce podcast, mais vous irez voir, je l'explique en classe par contre, comment il résume l'espèce humaine. Hein, il la met dans 4 catégories. Puis vous irez voir que c'est un peu influencé par la société de l'époque. Carl von Linné voulait produire un beau savoir objectif, mais vous allez voir que c'est un peu influencé par sa façon d'articuler ou sa façon, la société à laquelle il évolue, là, Linné, avait une certaine façon de comprendre les humains, les races notamment, puis vous allez voir que ça paraît un peu dans sa classification des espèces. Tiens, j'en dis pas trop, peut-être pour vous donner le goût d'aller voir cet exemple. Un autre exemple que je vous cite en classe, c'est la biologie de la reproduction. Ça, c'est mon dada, là. J'ai fait ma maîtrise en biologie de la reproduction, puis c'est toujours intéressant, puis j'en ai des textbooks ici, puis j'aime bien ça, là, replonger dans ces textbooks-là pour voir à quel point le langage utilisé pour parler de la reproduction, ça en dit beaucoup sur l'époque dans laquelle a été écrit cet ouvrage. Écoutez, on parle des spermatozoïdes qui ont des allures de guerriers dans une guerre, puis ils luttent, puis sont forts, puis le plus fort et rapide va gagner la course, puis l'ovule de son côté est une espèce d'agent passif là, qui prépare le nid en attendant son conquérant. Écoutez, là, c'est des gamètes, hein? C'est juste des gamètes. Ça en prend 2 pour faire un être vivant, là. Complémentaire, peut-être. On peut jouer sur ce genre de concept, mais le reste, là, c'est des histoires de princes et princesses. Puis ça en dit peut-être un peu trop sur l'époque dans laquelle on est en train de vivre. Donc, les chercheurs, souvent malgré eux, hein, sont influencés par leur époque, par les myopies, les préjugés de leur époque. Eux aussi, là, ça reste des êtres humains. Ils tentent d'être le plus objectif possible, mais ils sont aussi influencés par leurs préjugements. Puis, c'est vrai pour cette science du passé, mais la question supplémentaire que j'aimerais vous placer à quelque part là, dans votre esprit, c'est est-ce que ça se peut que ça soit aussi vrai aujourd'hui? Hein? Quels sont les grandeurs, les myopies, les préjugements de notre époque qui vont trouver une place,
qui vont se trouver un chemin jusque dans la science que vous avez étudiée et jusque dans la science que vous allez bientôt défendre et mettre en œuvre. L'influence de la société sur la science et ses acteurs. Voilà la première démonstration que je voulais vous faire. Vous allez voir une démonstration un peu plus longue dans l'enregistrement de cours. Et l'autre partie, c'est de la démonstration, c'est l'idée que la société influence la science, mais dans le cours, je vais aussi expliquer le contraire, c'est-à-dire comment la science influence la société. Celui-là est plus facilement compris. Habituellement, c'est plus simple pour vous. Vous êtes en sciences et génie, puis vous vous êtes dit, je vais aller transformer le monde. Et effectivement, en incarnant la science, en exerçant votre profession, vous devriez être capable d'influencer la société. C'est l'idée de rôle social. Puis, habituellement, cette idée, elle est bien comprise, sauf lorsqu'on vous dit « Avez-vous un rôle social? » Là, souvent, vous hésitez. Je le fais avec mes autres étudiants. Je leur pose ce genre de questions. Puis, typiquement, il y en a plusieurs d'entre vous qui pensent que leur rôle est technique. Moi, je suis juste là pour faire ce qu'on me dit de faire. J'ai des outils techniques. Il y a un problème, je trouve une solution. Je ne suis pas là pour transformer le monde, je suis là pour résoudre des problèmes. Mais ce que j'essaie de vous dire en classe, puis tiens, je me permets de vous le répéter ici, c'est que lorsque vous allez construire des ponts, des routes, vous ne faites pas seulement construire des ponts et des routes. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous vous mettez au service d'un projet social, d'une conception du bien commun, d'une conception de la vie bonne. Vous êtes en train d'intervenir puis d'agir sur ce qu'est la ville idéale. C'est ça aussi que vous faites lorsque vous transformez vous construisez des ponts, vous transformez nos modes de transport. Vous nous dites ce à quoi la ville devrait ressembler. Ce n'est pas seulement des projets techniques. Hein, c'est ce que je veux dire. Vous vous mettez au service de certaines valeurs. Puis ce faisant, vous sacrifiez d'autres valeurs. Puis tout ça, si vous ne faites pas l'effort d'y réfléchir un peu, tout ça, ça va rester caché dans nos projets de construction de ponts et de routes. Si vous faites l'effort d'y réfléchir un peu, vous allez le voir. Parce qu'il y a des exemples, il y en a à la tonne. Bon, je parlais des ponts, mais des trains électriques. Hein? Si vous construisez des trains électriques, il y a des valeurs derrière ça. Ce n'est pas seulement un train électrique. Quel autre exemple? Si vous travaillez en intelligence artificielle dans le domaine de la santé, c'est parce que vous souhaitez contribuer à une certaine conception de la santé, à améliorer la santé des gens. Il y a des valeurs qui sont là. Si vous travaillez dans les cosméceutiques, les autres termes que j'ai vus dans vos présentations au début de la session, des lidars. C'est beau des lidars, mais qu'est-ce que ça fait des lidars? Puis à quoi ça sert? Des protéines pharmaceutiques. Quel type de conception de la science puis de la pharmacologie se cache derrière cette idée-là de produire une nouvelle protéine pharmaceutique? Hein, on parlait des ponts, je l'ai déjà dit. Vous balisez, en sciences géomatiques. C'est pas seulement mettre un poteau, mettre une ligne. Hein, on est en train de baliser, de créer une zone où chacune des parties sera capable d'être en paix avec l'autre. Sera capable de dire ici c'est chez moi, là c'est chez toi. C'est pas seulement une ligne, vous le savez. Donc derrière ces gestes, ce sont des gestes, c'est sûr que ce sont des gestes techniques, mais ce ne sont pas seulement des gestes techniques. Ce ne sont pas des gestes qui sont amoraux, neutres. Vous allez poser des gestes, vous allez mettre en œuvre des technologies, et cette technologie, en se déployant, va se mettre au service. Lorsque vous allez choisir un domaine de travail, ça c'est une autre histoire, vous allez choisir un employeur bientôt.
Mais ce faisant, vous allez décider de vous mettre au service. Et au service de qui, de quoi? Mais justement, essayez de faire cet effort, là, cette belle petite tête là, que vos parents et proches aiment tant, là, cette belle petite tête, là, vous allez mettre au service. Au service de qui maintenant? De quoi? De quel projet? De quelle valeur se cache derrière ces projets? Et ces valeurs, hein, est-ce qu'elles seront cohérentes avec vos propres valeurs? Ça aussi, c'est important. Vous allez vous mettre au service d'un employeur, d'une technique, d'un employeur qui a décidé de déployer certains projets techniques, scientifiques, lesquels projets sont au service de telle valeur, de telle conception du bien. Est-ce que ces valeurs et conceptions du bien correspondent à vos propres valeurs et à votre propre conception du bien? Parce que, attention, chers étudiants, si je vais me permettre et étudiantes, je vais me permettre de le résumer en une phrase choc. La morale, elle est cachée. C'est pas le prof qui vous fait la morale. La morale, elle est cachée au cœur même de la science et de la technologie que vous allez développer. Elle est au cœur des projets que vous allez déployer et auxquels vous allez contribuer. Votre rôle dépasse la technique. C'est ce que je veux dire. Hein? Il est social. Quand je dis votre rôle, vous avez un rôle social, vous avez un rôle moral. C'est ce que je veux dire. C'est que vous serez bientôt au service de projets sociaux, de différentes conceptions du bien, de certaines valeurs qui passent à travers la science et la technique que vous connaissez bien, que vous maîtrisez. Hein? C'est pas mal le chemin qu'on a parcouru, hein? Gageons qu'au début du cours, vous vous rappelez la vidéo, là, Jean-François Sénéchal pète une coche, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, là. Vous pensiez que c'était moi qui allais vous faire la morale. Ah, Jean-François Sénéchal, c'est un prof de philo, il va nous faire la morale. Mais vous savez quoi, à la fin de ce cours, ce que je vous dis, c'est le contraire. C'est vous qui me faites la morale. C'est peut-être la citation la plus choquante de ce cours d'éthique. C'est pas le prof qui fait la morale, c'est vous qui, à travers vos faits et gestes, par vos choix, par la science, par vos choix d'employeur, c'est vous qui faites la morale. Littéralement, c'est vous qui faites la morale. C'est vous qui construisez même la morale avec votre science et votre génie, avec votre intelligence. Vous allez vous mettre au service de projets techniques, scientifiques. Puis ces projets techniques influencent ce que je mange, influencent moi, là. Je n'ai rien fait encore, là, mais vos différents projets techniques, là, dans 30 ans, ça va influencer ce que je mange, comment je me déplace, où je devrais vivre, dans quel environnement. Ça va influencer mon rapport avec la santé. Ça va influencer mon rapport avec la matière, la nature, la vie, la façon dont je me conçois. Vous faites ça. Oui, vous faites ça. Ça aussi. Puis, vous pensez que inventer des automobiles, des avions, participer à un projet de vaccination, l'Internet, les téléphones cellulaires, vous pensez que tout ça, là, c'est amoral. Des réseaux sociaux, c'est amoral. Hein? Des réseaux sociaux, ça fait rien, c'est juste un outil. ChatGPT, c'est seulement un outil technique, ça. Ça ne change rien dans la société. C'est amoral, non? Ben non. Vous le voyez bien, là, comment ces technologies influencent ce que nous sommes, comment ces technologies nous prescrivent un peu c'est quoi le monde idéal. Comment ces technologies influencent déjà ce que nous sommes, puis ce que vous êtes. Attention, hein? C'est ce que j'aimerais peut-être que vous gardiez en tête, reteniez votre science, votre profession en sciences, font la promotion, peut-être à votre insu, mais ce serait important de le saisir maintenant. Hein? Votre profession, votre science fait la promotion de certaines valeurs, de certaines conceptions du bien commun, de certaines visions du monde.
Puis, il est temps de reconnaître ces valeurs, de les assumer et de vous assurer surtout que ces valeurs correspondent aux vôtres. Pour Calon et La, hein, c'est deux socio-anthropologues là, que je cite dans le cours, je me permets de les répéter ici. Vous êtes des activistes sociaux. C'est ça qu'ils vous disent. Ben, vous pensez que vous n'avez pas d'influence sur la société ou que la science et la technique, c'est amoral, c'est asocial, c'est neutre, puis eux, ils vous disent, ben non. Au contraire, vous êtes des activistes sociaux. Vous l'ignorez peut-être, mais la seule différence entre Greta Thunberg là, et vous, parce que c'est ça, quand on parle d'activisme social, on pense plutôt à ce genre de personnage, mais la seule différence entre elle et vous, c'est que vous, ben, vous ignorez à quel point vous pouvez influencer et vous allez influencer le monde dans lequel nous allons bientôt vivre. Hein, vous ignorez à quel point la science et le génie, elles sont chargées de valeur. Combien elles sont au service de différents projets sociaux ou d'une conception du bien. Dernière question importante, peut-être avant de vous laisser. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez promouvoir via la science et le génie? Parce que ça, c'est possible maintenant pour vous. Est-ce que vous exercerez votre science et votre génie en ignorant les valeurs qui s'y cachent? En vous mettant aveuglément au service d'un employeur puis de projets qui ne correspondent pas à vos valeurs? Ou au contraire, vous déciderez peut-être d'exercer la science et le génie en vous assurant que les valeurs promues sont les vôtres, puis que votre rôle puisse contribuer à construire la société dans laquelle vous souhaitez vivre. Que ferez-vous pour influencer et transformer notre société? Parce que toi, tu en as le pouvoir. Ben oui, tu en as le pouvoir. Puis, tu maîtrises la science et la technologie, donc tu as un pouvoir. Et avons-nous dit, un pouvoir, donc une responsabilité qui accompagne tout ça. C'est ce que ça veut dire. Vous avez un rôle dans cette société, puis vous devez vous assurer que votre science et votre génie, l'exercice de la science et du génie, soit cohérent avec vos propres valeurs, votre propre conception du bien, sinon du bien commun. Voilà, c'était ma présentation d'aujourd'hui. Écoutez, je parle beaucoup. Merci de votre écoute. Je vous ai provoqué à quelques reprises. J'espère que ça a fonctionné. Mais ce sera tout pour cette semaine. Merci d'être là à chaque semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bon module 11. J'espère que ça va bien se passer. On se voit la semaine prochaine pour votre dernier module. Donc, dernier café ensemble. On va se planifier aussi un caout, là, pas mardi prochain, mais probablement le vendredi suivant. De toute façon, je vais l'annoncer au prochain épisode. Donc voilà, bonne semaine. La semaine prochaine, on va examiner les grandeurs et misères du système professionnel parce que maintenant, vous êtes prêts pour critiquer le système. Je l'ai défendu toute la session. Maintenant, vous devriez être capable de le défendre, mais aussi de le critiquer avec beaucoup plus de subtilité et de nuances. On fera ça la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. On souhaite peut-être un peu de pluie pour éteindre ces feux. Prenez soin de vous. Allez, bye bye. L'indice cette semaine, déterminisme technologique. Donc, ça vous permettra de faire peut-être une recherche autour de ces termes. Déterminisme technologique. Bye bye.